Bonjour à tous, aujourd'hui nous poursuivons notre série de vidéos sur le clivage en politique et nous allons parler de l'histoire de la gauche. Allez, c'est parti. L'histoire de la gauche débute en 1789 avec l'ouverture des États généraux en mai. Le tiers-État, c'est-à-dire la majorité de la population, réclame une baisse de la pression fiscale de l'État et un rôle moindre du roi. En juin fut proclamée l'Assemblée nationale qui se donne pour charge d'écrire une constitution à la France. Celle-ci mettra jusqu'à septembre 1791 pour être écrite et appliquée. D'ailleurs, pendant les débats autour du droit de veto du roi, c'est-à-dire de sa capacité à bloquer les initiatives de l'Assemblée, ceux qui étaient pour un veto du roi se mettaient à la droite du président de l'Assemblée, la droite étant le signe du chemin et du salut, notamment dans la religion catholique, et ceux qui étaient contre se mettaient à gauche du président de l'Assemblée. La constitution qui en découle est un symbole de l'idéologie libérale d'alors qui était une idéologie de gauche. Le roi conserve un certain nombre de pouvoirs que Montesquieu appelle l'exécutif, tandis que l'Assemblée législative possède le pouvoir du même nom. Cette Assemblée doit suivre la doctrine libérale d'alors qui veut que l'Assemblée se fasse élire au suffrage censitaire, c'est-à-dire que seuls à l'époque 60% de ceux que l'on appellerait aujourd'hui les hommes en capacité de voter puissent le faire. Donc les personnes qui sont en capacité de voter votent les représentants des cantons aux assemblées cantonales qui éliront ensuite les députés au chef-lieu du département. L'ensemble des droits et des devoirs des citoyens sont également inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789, suivant encore une fois la doctrine libérale des Lumières croyant en des droits inaliénables et naturels de l'homme. Évidemment, suivant la logique classique en économie défendue par Adam Smith ou David Ricardo, les libéraux n'encouragent aucune redistribution des richesses et pour beaucoup, ce sont des bourgeois. En 1791, la fuite du roi à Varennes va conduire une bonne part de la gauche, représentée au club des Jacobins, à ne plus soutenir la monarchie et à devenir républicains et non plus libéraux. Finalement, avec la révélation du manifeste de Brunswick et la victoire française à Valmy en septembre 1792, l'Assemblée législative, proclamée depuis à peine un an, s'autodissout et entre en fonction la Convention à majorité républicaine. Sont représentés alors trois camps dans cette assemblée. À la gauche, nous avons les montagnards, au centre les constitutionnels, ou autrement appelés la plaine, et à droite, nous avons les girondins, mais qui sont quand même républicains. Alors on représente souvent les montagnards comme des tyrans sanguinaires qui ont voulu imposer un régime autoritaire à la France. Mais en réalité, si la montagne a été jusqu'à renverser les députés girondins en mai 93 et mener une politique favorisant l'organisation de tribunaux révolutionnaires, en réalité, les montagnards cherchaient surtout à trouver une solution au mécontentement de la population. D'ailleurs, ceux qui étaient les plus violents, aussi appelés enragés ou hébertistes, n'étaient pas contre la démocratie, ils voulaient juste laisser le temps au peuple de se calmer et pensaient que la colère populaire était incontrôlable. Mais pour preuve, la constitution de l'an 1, publiée en 1793, mais jamais réellement appliquée à cause de la guerre, était la constitution la plus démocratique jamais publiée en France, excepté le fait que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Les assemblées cantonales avaient désormais le droit de remettre en cause certaines lois en les modifiant. Dans la constitution de l'an 1, le pouvoir législatif était contrôlé par une assemblée élue tous les ans qui contrôlait l'exécutif et gérait de façon collective avec 24 membres dont la moitié est modifiée chaque année par l'Assemblée nationale. Cette constitution formera la base de ce que voudront les républicains sous toute la République, le consulat et l'Empire. Mais les montagnards n'ont pas le temps d'appliquer leur constitution avec la guerre, puis ensuite l'instauration du directoire. Le régime mis en place d'ailleurs par le directoire est beaucoup plus conservateur et laisse beaucoup moins de place à la gauche qui sera de manière générale méprisée jusqu'à 1848. Comme on l'a vu dans une précédente vidéo, sous les monarchies de la Restauration et de la monarchie de Juillet, il y a un décalage entre les aspirations populaires largement républicaines et les courants représentés à l'Assemblée avec la gauche dynastique qui était bien plus modérée que la plupart des courants populaires. Mais les choses vont radicalement changer avec la Révolution de février 1848. Mais les choses vont radicalement changer avec la Révolution de février 1848. Les républicains modérés dont Lamartine est le plus grand représentant sont pour un modèle politique inspiré des États-Unis avec un régime présidentiel pour éviter une potentielle terreur qui irait contre les intérêts économiques de ceux-ci, car il ne faut pas le nier, si ce n'est la totalité des députés républicains modérés sont issus de la bourgeoisie, voire de l'ancienne noblesse.
L'objectif pour ces républicains est d'éviter toute tentation aux idées socialistes incarnées par Ledru-Rollin, Proudhon, George Sand ou encore Saint-Simon. Les disciples de ces théoriciens revendiquent eux des modèles économiques radicalement différents du libéralisme absolu prôné par les républicains modérés. Donc si nous devions résumer la pensée des républicains modérés, en fait, ils seraient aujourd'hui l'équivalent du centre-gauche, tandis que Ledru-Rollin et les autres personnes que j'ai citées seraient l'incarnation de la gauche radicale, si ce n'est extrême. Les théories les plus transcendantes à l'époque sont la théorie du mutualisme et du fédéralisme de Proudhon ou la théorie des phalanstères de Charles Fourier qui sont des communautés autonomes. Pour les communistes qui regardent ma vidéo, je ne parle pas pour l'instant des idées défendues par Karl Marx dans le manifeste du Parti communiste publié lui aussi en 1848 pour la simple et bonne raison que les thèses marxistes, très matérialistes et pessimistes sur la nature humaine, n'intéressaient que peu les Français à l'ère du romantisme. Mais lorsque, en juin de cette fameuse année 48, l'Assemblée nationale à majorité modérée ferme les ateliers nationaux qui permettaient aux chômeurs d'avoir un emploi, les Parisiens s'insurgent, mais face à cette colère populaire, l'Assemblée vote les pleins pouvoirs au général Cavaignac qui réprime dans le sang les insurgés. Mais ces 15 000 morts ne seront pas vains car ils vont contribuer aux élections d'avril 1849 à la débâcle totale des républicains modérés et les démocrates socialistes deviennent la deuxième force politique du pays. Les socialistes prennent tellement d'importance qu'en 1850, l'Assemblée à majorité conservatrice limite le suffrage universel au détriment des ouvriers que Louis-Napoléon Bonaparte restaurera après son coup d'État de 1851 afin de s'assurer entre guillemets un électorat populaire. Louis-Napoléon Bonaparte, bien qu'adepte des thèses de Saint-Simon, mènera durant la majorité de sa présidence puis de son règne une politique largement antisociale. Au corps législatif, l'opposition républicaine sera globalement très faible et très modérée dans ses propos, car sous le Second Empire, la liberté d'expression n'existe pas, de même que la liberté de la presse. De plus, les ouvriers sont obligés d'avoir avec eux ce qu'on appelle le livret ouvrier. Ce document administratif empêche donc toute révolte. Et lorsqu'en 1864, le droit de grève est plus ou moins instauré, celui-ci est très ambigu vu qu'il interdit ce que l'on peut appeler des grèves violentes, mais on ne sait pas réellement ce que cela signifie et beaucoup de grèves ont été réprimées bien après cette autorisation et ce jusqu'à même la fusillade des fourmis très importante en 1891 que l'on verra dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que ma vidéo vous a plu, alors je n'a pas été très exhaustive, mais le but est juste que pour la plupart d'entre vous, vous puissiez comprendre les évolutions sociétales de la France au travers de l'évolution des mouvements politiques. Et donc cette série de vidéos sur l'histoire de la gauche puis ensuite l'histoire de la droite n'a pas pour but de faire en sorte que vous soyez expert sur les différents mouvements politiques à cette époque. L'objectif est juste que vous ayez à peu près une image de chacun d'entre eux. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses tout de même. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker énormément ma vidéo en masse afin que l'on puisse plus la référencer. En attendant, moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao!